Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football. Coupe du Monde, ça fait déjà une semaine qu'elle a débuté. Et oui, nous sommes au 7e jour de compétition. On va revenir sur les 3 matchs de la journée, mais également sur le match d'hier entre l'Irlande et le Canada que l'on n'avait pas débriefé du fait que il y avait le match démarré à 14h. Donc avec le Tour de France Femmes, c'était un petit peu compliqué. On parlera plus en détail de Portugal, Vietnam et Australie, Nigeria que j'ai vu en intégralité. Les deux autres rencontres, donc le Pays-Bas face aux États-Unis et le Canada face à l'Irlande, pardon. Je ne les ai pas vus en intégralité. J'ai vu la fin de match entre le Canada et l'Irlande. Et surtout, j'ai regardé un résumé. N'hésitez pas à vous abonner plutôt à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, quelle équipe vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Spotify, Amazon, Deezer, Google. Et puis TikTok, le débrief des matchs à la mi-temps, le débrief également juste après l'arrivée du Tour de France Femmes. Eh bien, nous commençons tout de suite avec le premier match entre le Portugal et le Vietnam. Pas tout de suite. Le premier match, donc le match d'hier, c'était entre l'Irlande et le Canada. C'était même Canada-Irlande, c'est mieux dans ce sens-là. Un match qui n'a pas été simple pour les Canadiennes face à une équipe d'Irlande qui n'a pas démérité, qui les accueillit à froid. But dès la 4e minute, quasiment sur la première action offensive des Irlandaises. Et puis des Canadiennes qui ont quand même souffert. Moi, j'ai vu notamment les 25 dernières minutes. Donc, j'ai raté les deux buts canadiens en direct, mais j'ai regardé les 25 dernières minutes. L'Irlande, c'était quand même pas mal. Et une équipe canadienne, qui est quand même une équipe qui n'est pas toute jeune, avec les Buchanan et autres, même si on sent qu'au devant, on a essayé de rajeunir un petit peu. En changeant aussi un petit peu le système de jeu parce que 8 Emma était en pointe la dernière fois, on l'a mis sur le côté et on a mis donc Vance en pointe. Le Canada ira en 8e, je pense. Après derrière, est-ce que c'est une équipe qui pourra faire plus que 8e? Ça me semble compliqué quand même, parce que ça manque un peu de talent individuel, et puis on est sur une équipe où on est sur des joueuses qui ont déjà souvent 3-4 grandes compétitions dans les pattes, qui sont parfois là depuis 2015, parfois depuis avant 2015, et on sent qu'on n'a pas réussi à renouveler l'effectif. Face à une équipe d'Irlande qui a tenté de proposer un jeu offensif, comme face à l'Australie. Bon, là encore, on sent qu'il y a un petit manque de maîtrise technique de certaines joueuses, mais c'était quand même pas mal du côté de cette équipe, notamment avec McCabe, notamment également avec Sullivan du côté du rond central, qui a pas mal récupéré de ballons face au milieu de terrain canadien. Bon, après, on voit quand même une différence de niveau entre ces deux équipes, mais l'Irlande, qui est éliminée de cette Coupe du Monde, enfin quasiment éliminée, éliminée même, parce qu'il y a deux équipes à 4 points, je trouve n'aura pas démérité dans cette compétition. Elles pourront être fières de ce qu'elles ont fait, parce que en étant dominées, elles arrivent quand même à bien tenir le score pendant 45 minutes. Le but à la fin de la première mi-temps leur fait très mal. Et ensuite, à partir de la 60e, elles étaient de nouveau bien dans le match. Bon, elles ont eu un trou d'air en début de deuxième mi-temps qui leur a coûté cher. Voilà, tout simplement. Mais c'était pas un mauvais match. La seule déception, je dirais, c'est sur cette précision de passe qui, je crois me souvenir, face à l'Australie, avait déjà pas été sensationnelle. Bon voilà, là ça n'a pas encore été fantastique, mais bon, les Irlandaises sont à -2 au niveau average goal. Bon voilà, ça serait... Alors, on va voir le dernier match pour les Irlandaises,
qui joueront face au Nigeria. Il y aura vraiment une belle bagarre pour la qualif quand même dans ce groupe. C'est vrai, je disais, le Canada devrait aller en 8e, mais avec la défaite de l'Australie, on se retrouve à avoir Canada et Nigeria à 4 points, l'Australie à 3 points, l'Irlande à 0. Donc l'Irlande est éliminée. Par contre, Australie, Canada, Nigeria, il va y avoir un gros match. C'est vrai que ça va être un groupe B qui va être intéressant aussi au niveau de la qualification. Mais du côté du Canada, on voit que c'est une équipe qui a du mal à augmenter de rythme. Après, on va voir ce que ça va donner dans le prochain match, parce qu'il faudra être costaud face à une équipe australienne qui voudra chercher la qualif à domicile. Il y aura une grosse ambiance, donc ça va pas être facile pour les Canadiennes. Et face à des Nigérianes qui rencontreront l'Irlande. L'Irlande, il faudra qu'ils tentent de produire du jeu dans ce match-là, parce qu'il y aurait peut-être quelque chose également à aller chercher pour les Irlandaises. On passe au match de cette nuit entre les États-Unis et les Pays-Bas. Match nul entre les États-Unis et les Pays-Bas. 1 partout. Match où les Néerlandaises ont marqué les premières avec Jill Roord, égalisation de Lindsay Horan, mais les Américaines ont vraiment poussé pour aller chercher ce but. En même temps, les Pays-Bas, je l'avais dit, mais Van der Hart, Blondworth, Spitze et Van Danselaar, ça tient bien en défense, ça c'est clair et net. Et c'est vrai qu'il faut également le dire que cette équipe américaine, on est sur une fin de cycle pour certaines joueuses. Je pense, Morgan, on ne sait pas trop si elle va continuer. Rapinoe a annoncé que c'était sa dernière grande compétition. Il y a quand même pas mal de filles qui sont là depuis plusieurs années, qui étaient là en 2019, qui étaient là en 2015, qui sont qui sont là depuis très longtemps et qui sont un peu en bout de course. C'est peut-être l'année où les États-Unis sont prenables, tout simplement. C'est vrai que les Néerlandaises, elles ont fait un meilleur match que face au Portugal. Ça c'est clair et net, offensivement c'était quand même plus en place. Et les Américaines ont eu beaucoup de mal à trouver des solutions offensives. Ça se voit aussi au niveau des stats avec seulement 43% de possession de balle. Alors on sait que c'est une équipe qui a tendance à beaucoup se projeter vers l'avant, mais c'était quand même pas sensationnel. Et surtout 68% de précision de passe, ça c'est vraiment pas bon du côté des États-Unis face à une équipe néerlandaise qui a eu le ballon, mais qui devant, c'est vrai, a un peu du mal à trouver des grosses solutions, que ce soit Martens ou Nice. Elles avaient un petit peu du mal à trouver le cadre, à trouver vraiment le but. C'est le problème depuis quelques temps du côté des Pays-Bas de pas forcément avoir une attaquante qui arrive à se procurer des occasions, qui arrive à être très solide. Et on le voit, 5 tirs seulement, 1 tir cadré en ayant 57% de possession de balle, c'est pas sensationnel, mais 4 tirs cadrés seulement pour les Américaines sur 18, c'est pas non plus très fou. Donc pour une équipe qui était majoritairement une équipe très offensive, les Américaines, il va falloir faire mieux sur les prochains matchs. Et les Néerlandais, ça serait quand même bien de réussir à se procurer plus d'occasions dangereuses. Alors les Néerlandaises qui joueront face au Vietnam, un match qui est techniquement à leur portée, vu ce qu'on a vu du Vietnam, et les États-Unis qui joueront face au Portugal. Il faudra qu'elles fassent attention les Américaines, puisque les Portugaises ont quand même fait un bon match face au Vietnam aujourd'hui. On passe aux 2 rencontres que j'ai vues en intégralité. Portugal-Vietnam, match qui était intéressant, avec 2 équipes qui devaient se battre pour aller chercher la gagne, forcément, parce qu'un match nul n'aurait pas été forcément très intéressant. Les Portugaises qui ont fait une très très belle rencontre, maîtrise dans le ballon, 70% de possession de balle, première mi-temps excellente, elles ont vraiment commencé sur un très très gros rythme, avec Nazareth et Thelma qui ont marqué les 2 premiers buts dès la 6e minute, elles ont pris le match vraiment par le bon bout face à une équipe du Vietnam où là on voit quand même qu'il y a un écart de niveau entre ces 2 formations. C'est vrai que l'équipe vietnamienne, il y a quand même beaucoup de joueuses qui l'une de leurs meilleures joueuses joue en D3 portugaise. Voilà, donc c'est quand même pas fantastique face à une équipe du Portugal où il y a quand même pas mal de joueuses qui jouent dans le championnat national, mais un championnat qui progresse
et puis avec un jeu très offensif. C'est vrai que les Portugaises ont eu beaucoup d'occasions de tirs, 29 tirs, 9 tirs cadrés. Alors, c'est pas si fantastique que ça, 9 tirs cadrés, mais c'est une équipe qui a réussi à se procurer énormément d'occasions offensives, et j'ai bien aimé moi le jeu portugais, le jeu d'attaque des Portugaises. Et le jeu des Vietnamiennes, c'était quand même un petit peu compliqué de ce côté-là. Je passe aux choses que j'ai appréciées du côté du Portugal. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les inspirations. C'est une équipe qui avait beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, c'est-à-dire beaucoup de bons choix, de décalage au bon moment. Alors, il y a une ou deux joueuses qui en font un peu trop. J'en ai même mis une en flop, ça va peut-être surprendre certaines personnes. Mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des bonnes inspirations. Des joueuses qui sont très à l'aise techniquement. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des joueuses qui savent jouer au ballon, qui sont à l'aise avec un ballon. Ce n'est pas le cas dans toutes les équipes de cette Coupe du Monde. Donc il y a eu des très très beaux gestes techniques réalisés par les Portugaises. Alors parfois elles en font trop. Un bon collectif en attaque, avec des joueuses qui sont complémentaires à la pointe de l'attaque. C'est vrai que Thelma et Jessica Silva sont assez complémentaires. Je trouve que ça marche pas mal et ça permet de trouver des solutions pour Thelma. Le fait que Jessica Silva a tendance à monopoliser un petit peu les défenses, ça serait bien que Jessica Silva sache se débarrasser du ballon, mais je trouve que ça c'était intéressant, et puis les coups de pied arrêtés qui ont tous été vraiment très bien réalisés. Ce que j'ai pas aimé du côté du Portugal, c'est en termes de précision technique. Elles sont douées avec un ballon techniquement, je les ai vues faire des très très belles choses, mais parfois il y a des petites erreurs. Est-ce que c'est dû à des erreurs de concentration? Est-ce que c'est parce qu'elles veulent faire des gestes trop compliqués, vraiment en faire tout le temps, qu'au bout d'un moment ça bloque? Mais c'est vrai que j'étais vraiment j'ai bien aimé leur maîtrise technique pendant toute la rencontre. C'est-à-dire vraiment, ça jouait très très bien au ballon. Par contre, donc voilà, quelquefois ces petits soucis. La défense qui a fait des erreurs. Alors une défense à 3, si ça se replace pas bien, si ça laisse des trous, c'est pas facile. Et c'est vrai que l'attaquante vietnamienne a eu beaucoup de facilité, trop de facilité dans ce trou de la défense, entre Borges, Costa, Saïssa, ça marchait pas très bien. Et puis parfois Patricia Souza sur certaines interventions, c'était pas toujours nickel. Et puis les relances aussi. Pas mal de passes n'arrivaient pas à destination. Les 2-3 premières passes, parfois c'était compliqué. Une fois qu'on avait passé les 2-3 premières places, après ça déroulait en attaque. Mais ces 2-3 premières places étaient souvent compliquées à réaliser pour nos amis portugaises. Et puis un petit peu de précipitation, surtout en deuxième mi-temps. On les voyait à tout prix vouloir marquer ce troisième but. Et je pense que si elles avaient été un peu plus posées, elles auraient pu le marquer. Là, souvent, elles se sont emballées à certains moments et c'était pas forcément très bien. Du côté du Vietnam, c'était compliqué, le Vietnam. Beaucoup de glissades. C'est vrai que dans ce match, j'ai oublié de le signaler, il y a eu énormément de glissades en première mi-temps. C'est-à-dire que vraiment en première mi-temps, que ce soit les Portugaises, je crois que c'est même Jessica Silva qui a changé de crampon, et du côté des Vietnamiennes, c'était très très compliqué avec beaucoup de glissades qui font que le jeu offensif était assez compliqué à certains moments. Mais les Vietnamiennes ont continué à faire des glissades en deuxième mi-temps. Beaucoup de pertes de ballon sur les duels. Une puissance physique en berne. C'est vrai que face aux Portugaises, où il y avait des joueuses qui ont vraiment des grosses qualités physiques, là du côté des Vietnamiennes, c'était compliqué. Très peu de ballons pendant la rencontre. Pressing qui a souvent été efficace, par contre, mais qui n'était pas forcément bien réalisé collectivement, mais qui arrivait à être efficace. Et puis beaucoup de duels perdus, parce qu'elles essayaient de jouer sur leur qualité physique, sauf que face aux Portugaises, ça ne suffisait pas. Donc c'était un petit peu compliqué pour ces joueuses vietnamiennes. On passe aux joueuses du match. Du côté du Portugal, moi j'ai mis en flop Jessica Silva. J'ai trouvé que des fois elle en faisait beaucoup trop. Jessica Silva.
Ça aurait été bien qu'elle joue peut-être un peu plus collectif à certains moments. Elle veut tellement à tout prix garder le ballon que souvent, c'était pas forcément très bien. Elle se retrouvait souvent en situation avec 2 adversaires sur le dos, 3 adversaires sur le dos, ce qui fait que c'était un petit peu plus compliqué. Ça aurait été bien du côté de Jessica Silva si elle avait joué un peu plus au collectif, surtout que Thelma, de l'autre côté, faisait une très bonne rencontre. Moi, je l'ai trouvé très intéressante, cette joueuse portugaise, jeune joueuse, et qui a fait vraiment des très très bonnes choses, ballon au pied, des très beaux tirs. Voilà, le souci, c'est qu'avec Jessica Silva qui voulait garder le ballon à tout prix, elle n'a pas eu tant de casse que ça. Ça aurait mérité de jouer un peu plus collectif. Et puis du côté du Vietnam, alors moi j'ai mis en flop la gardienne Tran Thi Kim Tan, qui parfois était en top, pardon, j'ai mis en top, pardon, pas en flop, pas réveillé, qui malgré son 1m65 a quand même détourné pas mal de frappes pendant cette rencontre, et elle a vraiment eu des gestes plutôt bien réussis. Ce que je mettais en flop, pardon, c'était la doublette de la charnière, enfin dans la charnière centrale, je pense qu'il y en avait 2 qui étaient vraiment en difficulté avec Jessica Silva, c'est Tutlan et Thi Diem Le, qui ont vraiment été en grosse difficulté face à Jessica Silva. Et ouais, ça aurait mérité peut-être d'autres joueuses à ce poste-là, parce que je trouve qu'elles étaient un petit peu en difficulté. On passe au dernier match de cette journée, c'était Australie-Nigeria, match très intéressant à suivre. Vraiment avec pas mal de rebondissements. J'avais un peu peur parce que vu les matchs que j'ai vus de l'Australie et vu ce que j'avais vu du Nigeria, je me disais ça allait être un match très très fermé où il n'y allait pas avoir beaucoup d'occasions. Ça a été un match plutôt ouvert, surtout en deuxième mi-temps, et ça a été très intéressant à suivre avec des Australiennes qui ont ouvert le score, qui se sont fait égaliser, et puis ensuite les Nigérianes qui ont un moment mené 3-1 avant que Kennedy marque en toute fin de rencontre, mais des Australiennes qui devront vraiment très bien jouer le dernier match, parce qu'il va falloir aller chercher les Canadiennes en dernière rencontre, et ça va pas être évident. Du côté de l'Australie et du côté de ce Nigeria, il y avait beaucoup de rythme dans cette rencontre. Surtout en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de baisse de rythme. Non, c'était un match très plaisant à suivre. Voilà, avec deux équipes avec des styles différents. Une équipe du Nigeria très défensive qui aurait bien voulu ne pas qu'il y ait énormément de rythme dans cette rencontre, face à une équipe australienne qui voulait vraiment emballer le match, mais qui parfois s'emballait un petit peu trop. On regarde ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé du côté de l'Australie. Je trouve que l'Australie est une équipe qui arrive à se projeter très vite, malgré le fait qu'on avait pas mal de turnover, parce qu'il y a eu des blessés. Je trouve que c'est une équipe australienne qui arrivait vraiment à se projeter extrêmement vite à l'avant, beaucoup plus que lors du premier match, qui a mis beaucoup de rythme dans cette rencontre. Si on a eu une rencontre intéressante à suivre, c'est grâce aux Australiennes qui essayaient toujours de mettre du mouvement, de la vitesse dans le ballon, qui jouaient rarement... il y avait rarement de temps mort dans leur manière de faire tourner le ballon. Donc une équipe qui aime bien jouer en projection, et ça on a vu c'était très très bien. Beaucoup de vitesse, par contre pas mal de duels perdus. Elles ont essayé de jouer physique avec les Nigérianes, c'était pas l'idée du siècle, parce que les Nigérianes c'est quand même des sacrés gabarits, et elles ont eu du mal à les déplacer, et c'est des gabarits qui vont vite, comme on avait vu avec la Zambie aussi. Donc c'est des joueuses qui ont des très bonnes qualités physiques, et les Australiennes ont parfois souffert. Je pense à Carpenter, je pense à Catley, qui ont vraiment souffert parfois en défense. Donc ça c'était difficile. Et puis une deuxième mi-temps qui a été complètement ratée. Enfin sur les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est vraiment pas bon. Il faut attendre vraiment la 75e minute pour que les Australiennes reviennent dans leur match, parce qu'elles ont vraiment pris l'eau pendant 30 minutes. Je ne sais pas ce qu'a dit le coach, mais ça n'a pas du tout marché envers ces joueuses, et elles ont vraiment souffert. Surtout que c'est assez surprenant parce que elles ouvrent le score, mais sur une action qui est déjà peut-être leur meilleure action offensive de toute la rencontre, mais de toute cette première mi-temps, elles avaient quand même pas mal de mal à rentrer vraiment dans la surface de réparation, parce qu'il y avait pas mal de défenseurs nigérianes. Donc
Derrière, tu as le Nigeria qui égalise. Moi, je pense que ça aurait dû réveiller un petit peu ces joueuses australiennes, les motiver. Mais ça n'a pas l'air d'avoir vraiment marché. Assez surpris par cette deuxième mi-temps vraiment des Australiennes. Il y a eu une baisse de rythme. Mais ça avait déjà été le cas face à l'équipe de France. Ça a été le cas également sur le premier match. Donc, ouais, au niveau de la préparation physique, il y a peut-être pas totalement parfait du côté de l'Australie et puis du côté du Nigeria. Des difficultés sur le jeu direct. C'est-à-dire qu'elles ont tenté parfois de jouer très vite les contres. Ça marchait pas bien parce que le jeu direct au niveau des passes, elles arrivaient rarement à destination. Par contre, quand on était sur des actions un peu plus placées, eh bien, ça marchait plutôt bien. C'était plutôt efficace. Les relances ont été difficiles de la part du Nigeria. Souvent, voilà, la première passe, on sentait qu'on essayait de dégager à tout prix, pas forcément de conserver le ballon. Mais des fois, c'est intéressant de conserver le ballon, surtout qu'elles avaient des joueuses qui, en défense, savaient bien faire ça. Donc, les quelques fois elles l'ont fait, ça a marché, mais souvent, elles avaient tendance à se débarrasser extrêmement rapidement du ballon. Les passes. Alors ça, j'ai pas regardé la statistique des passes, mais moi, c'est vrai que j'ai eu le sentiment que c'était pas top au niveau des passes. Ouais, 63%, hein, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de passes qui arrivent à destination, surtout qu'elles n'en ont fait que 269 au final des passes, donc c'est pas si énorme que ça. Et puis, par contre, une grosse efficacité dans les tacles. C'est-à-dire que c'est des joueuses qui savent faire des très très gros tacles, mais au niveau de l'engagement, là, c'est maîtrisé. Il y a des formations où le niveau d'engagement n'est pas maîtrisé. Là, elles font 8 fautes. Alors, il y a 2 cartons jaunes dans ta 8 fautes, mais elles ne font que 8 fautes. Donc, il y avait beaucoup d'engagement de la part des Nigérianes, mais qui ont su maîtriser cet engagement et avec des gros tacles qui ont aussi permis de récupérer des ballons dans des situations qui étaient très dangereuses. Je crois que les Australiennes n'ont jamais vraiment réussi à prendre le dessus à 2 contre 3. Ce genre de situation-là, les Nigérianes ont souvent gagné. Et puis, efficacité devant le but. 11 tirs, 6 tirs cadrés, c'est-à-dire un tir sur 2 qui était cadré, un tir sur 2 qui va au but, un tir sur 2 cadré va au but. C'est une très très belle statistique. Ça a été d'une efficacité redoutable au Nigeria. Il y a peu d'équipes qui arrivent à avoir ces statistiques-là. Je pense que l'Allemagne a eu ça. Peut-être le Brésil, mais il n'y a pas 150 équipes qui ont réussi à avoir ces statistiques-là au niveau offensif. Mes joueuses du match, en flop du côté de l'Australie, malgré le fait qu'elle a marqué le deuxième but, Alana Kennedy, j'ai trouvé en grande difficulté dans ses interventions. Elle s'est souvent fait prendre au niveau de la vitesse, donc c'était un petit peu compliqué pour l'Australienne. Et puis en plus, Hayley Raso, qui a fait un très gros match même en début de deuxième mi-temps, je pense que c'est l'une des rares qui a vraiment la tête dans son match, même en début de deuxième mi-temps. Je trouve qu'elle a apporté beaucoup de danger et surtout un gros travail, très très gros travail. Elle a touché énormément de ballons, donc vraiment un bon match de Raso qui a été très présente dans le jeu australien. Du côté du Nigeria, Adji Bade qui a fait un très bon match, je trouve, qui a sur toutes les actions, en fait, quand il y avait du danger, ça partait souvent d'elle, et elle était souvent pas loin quand les Australiennes se retrouvaient en difficulté au niveau de la défense. Et puis j'ai mis Ainde. Je trouve qu'elle a perdu quelques ballons, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel dans cette rencontre, donc c'est pour ça que je l'ai mis en flop. On se retrouve pour les matchs de demain. Le programme de demain, eh bien, c'est très simple. Nous serons vendredi 28 juillet. Alors, le premier match de la journée sera à 2h du matin entre l'Argentine et l'Afrique du Sud. Et puis, il y aura un alléchant Angleterre-Danemark et un non moins alléchant également Chine-Haïti dans un groupe D où derrière l'Angleterre, ça semble très serré. Et moi, j'ai bien envie de revoir Haïti. Alors, je ne sais pas comment je vais me débrouiller parce qu'avec le Tour de France Femmes, ça va être un petit peu compliqué. Mais j'ai bien envie de voir ce que ça va donner encore Haïti sur ce match-là. Ça risque d'être intéressant. Bon, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et puis, de nouvelles aventures. N'hésitez pas à faire un super fan si vous en avez les moyens. Et puis voilà, à de nouvelles aventures. Abonnez-vous. Puis nous, on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao sur la Meilleure Production.